Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 11e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde, avec aujourd'hui non pas un numéro prospectif, mais un numéro mémoriel. Un retour sur une page décisive de notre histoire, l'année 1944. L'année 1944, c'est d'abord dans la mémoire collective l'année du débarquement et de la libération de la France, mais c'est aussi une année de guerre particulièrement meurtrière sur le territoire national. 1944, c'est l'année où, après la débâcle et les années d'occupation, le pays relève la tête et où les Français reprennent espoir dans un contexte de grande pénurie et d'infinie destruction. 1944, c'est l'année où l'État commence à se reconstruire en surmontant non sans difficulté les divisions des Français. C'est aussi l'année où le général de Gaulle impose aux Alliés et d'abord aux Américains la souveraineté de la France sur la conduite des affaires du pays et son retour sur la scène internationale. 1944, l'année charnière où se dessinent les contours des années d'après-guerre, préfiguration des fameuses 30 Glorieuses. Pour évoquer l'esprit de cette année 44, dont les 80 ans ont été commémorés tout au long de cette année 2024, nous avons réuni un militaire, un historien et un diplomate qui porteront chacun leur regard sur cette page de notre histoire. Bonjour Général Benoît Durieux. Bonjour Daniel Desesquelles. Vous étiez, il y a quelques semaines encore, le directeur de l'IHEDN et vous êtes le tout premier président de l'Acadème. Vous avez d'ailleurs largement œuvré à la naissance de ce podcast. Heureux de vous accueillir chez vous. Oui, merci beaucoup. Non, je suis plus chez moi, mais en tout cas, je suis très heureux de retrouver ce podcast. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et vraiment un grand merci de votre invitation. Bonjour Olivier Viorca. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ENS, l'École normale supérieure de Paris-Saclay, et un grand spécialiste de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une histoire à la fois militaire, mais aussi politique. Oui, c'est une histoire totale, puisque on ne peut pas comprendre, je pense, le fait militaire, les batailles, si on ne prend pas en compte aussi l'économie, la diplomatie, la géopolitique, la société, les forces morales. Bonjour Philippe Etienne. Bonjour. Vous avez été ambassadeur à Bucarest, Moscou, Berlin et Washington et vous êtes aujourd'hui le président de la mission pour le 80e anniversaire de la libération de la France. Nous reviendrons à la fin de cette émission sur ces commémorations, mais s'il fallait d'un mot définir, que commémore-t-on aujourd'hui ? C'est le titre complet de la mission, la libération de la France, les débarquements et pas le débarquement. Oui, celui de Normandie et celui de Provence, bien sûr, qui est tout aussi important, et la victoire, puisque notre programme va jusqu'en 2025. On reviendra évidemment sur cet aspect commémoration à la fin de l'émission. Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Ici, Londres. Ceci termine notre émission de 13 heures destinée à l'Europe. Olivier Viorca, pour les Français de l'époque, et encore plus dans notre mémoire collective, l'année 1944 démarre le 6 juin au petit matin. C'est le débarquement en Normandie, un débarquement tant attendu, connu sous le nom d'opération Overlord. C'est le plus grand débarquement militaire de toute l'histoire. Oui, c'est une opération qui est absolument incroyable et qui d'ailleurs enflamme les imaginations. Et c'est ce débarquement du 6 juin 1944 qui, au fond, amorce la libération, non seulement de la France, bien sûr, mais aussi de l'Europe occidentale. Alors, avant de poursuivre, je vous propose d'écouter un court extrait de l'allocution du général de Gaulle, ce 6 juin 1944, sur les ondes de la BBC. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Cette bataille de la France, comme l'appelle le général de Gaulle, elle est conduite essentiellement, en tout cas au matin du 6 juin 44, en tout cas les premiers jours qui suivent le débarquement,
par les Alliés, les Américains, les Britanniques, les Canadiens, très marginalement par les Français. Oui, absolument. Et d'ailleurs, lorsque Churchill entend l'allocution du général de Gaulle, il souligne que le général de Gaulle a une certaine audace, parce que très peu de Français sont engagés. On a parlé bien entendu des 177 hommes du commando Kiefer, on pourrait rajouter les forces navales et aériennes françaises, mais effectivement c'est assez marginal. Le gros est porté par les Anglo-Américains et accessoirement par les Canadiens. Alors, si les Français sont peu présents lors du débarquement, ils sont très présents à l'intérieur du pays, parce que la résistance, évidemment, est mobilisée, évidemment, avant le 6 juin, mais particulièrement à partir du 6 juin. Bien entendu, mais il faut bien préciser deux choses. La première, c'est que les Anglo-Américains n'ont jamais tablé sur la résistance, ne l'ont absolument pas intégrée dans leur plan. Dans l'esprit du général Frederick Morgan, qui était donc le général britannique qui a préfiguré en quelque sorte Overlord, elle était un bonus. Pourquoi ? Parce que le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord du 8 novembre 1942 reposait en partie sur des complicités françaises. Et cela a été un échec. Non pas le débarquement, mais les complicités françaises. Donc ils ne veulent absolument pas subordonner le succès de l'opération Overlord, Neptune plus précisément, à la participation de la résistance française. Ce qui veut dire qu'elle a un rôle marginal. Le rôle qu'elle va avoir, c'est de rassembler des renseignements avant le 6 juin 1944, par la suite d'appliquer un certain nombre de plans, notamment le plan vert qui vise à paralyser le réseau ferroviaire. En revanche, les Alliés sont absolument hostiles à la formation de maquis, considérant que ces soldats peu entraînés, mal armés et très peu mobiles ne pourront mener une guerre contre un ennemi aussi redoutable que la Wehrmacht. Alors ça, c'est ce que pensent les Alliés américains. Et sur la réalité des choses, Philippe Etienne? Oui, et ce n'est pas pour rien que nous avons commencé les commémorations du 6 juin le 5 juin matin en Bretagne, où il y avait un maquis, justement, le maquis de Saint-Marcel, qui a reçu le concours de troupes SAS grâce aux Britanniques, mais c'était des Français qui venaient de l'extérieur, qui rejoignaient des Français de l'intérieur. Et en l'occurrence, ce maquis, renforcé par ses combattants venus du ciel, a joué un rôle important. Il a quand même contribué à arrêter l'arrivée des troupes allemandes de Bretagne vers la Normandie. Parce qu'il y avait, général Durieux, il y avait les forces françaises de la résistance organisées plutôt urbaines, et puis les maquis. Oui, ça, il y avait des combattants très variés dans leur mode d'action, très variés dans leurs affiliations politiques. Et pour rebondir sur ce que disait le professeur Vivorca, je pense que ce qui est intéressant, c'est de penser à ce qui se serait passé si telle ou telle, la deuxième division blindée du général Leclerc, ou bien les forces engagées au sud dans le cadre du département de Provence, les forces françaises, avaient connu un échec militaire retentissant, et à la guerre, comme rien n'est certain, c'était tout à fait possible. Et si ça avait été le cas, je pense que les Français, au lieu de relever la tête d'un point de vue militaire durant cette année 44, durant ce deuxième semestre 44 plus exactement, ce serait encore plus enfoncé dans le spectre qui les morfondait depuis la défaite retentissante de juin 1940. Et donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on oublie aujourd'hui. Mais je pense que si j'étais un militaire en situation de commandement avec les forces françaises qui débarquent en Provence, j'aurais été beaucoup moins sûr de ce qui allait se passer. Et donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, on va un instant s'éloigner du débarquement et des premiers jours de la bataille de Normandie, parce que Philippe Etienne, il y a un maquis qui vous tient particulièrement à corps, qui n'est pas intervenu évidemment dans le débarquement, c'est le maquis du Vercors. Il a été renforcé parce que on préparait le deuxième débarquement. Alors on va y venir au deuxième débarquement, mais commençons déjà par le premier. Ce qui m'a paru tout à fait remarquable, c'est cette incroyable volonté de préfigurer la libération en proclamant la République le 3 juillet 1944 et d'organiser un premier gouvernement dans une partie du territoire libéré. Bien entendu, ça s'est mal terminé, parce que le débarquement de Provence a eu lieu plus tard que prévu. Mais enfin, c'était un rassemblement extraordinaire. Il y avait même des étrangers, il y avait des Polonais, il y avait des tirailleurs sénégalais. Les Polonais venaient d'un lycée qui avait été décentralisé depuis Paris. C'est une aventure qui, comme le disait le général, montre que malgré les attentes, ou plutôt l'absence d'attentes dont parlait Olivier Vivorca des Alliés, nos résistants ont joué quand même un rôle puissant. Ils
il a fallu 10 000 soldats allemands pour réduire ce maquis. 10 000 soldats très, très expérimentés. On va revenir sur le débarquement, le début de la bataille de Normandie. Alors, vous l'aviez dit, vous l'avez exprimé, Olivier Vivorca, 177 Français le 6 juin. Et il a fallu attendre le 1er août pour que la deuxième DB du général Leclerc débarque à son tour, c'est-à-dire presque 2 mois après le D-Day, le jour J du 6 juin. Oui, les Français n'ont pas été associés à la préparation du débarquement de Normandie et ils ont joué un rôle extrêmement marginal. Le général de Gaulle, d'ailleurs, a été prévenu à la dernière minute. Absolument, à la dernière minute. Et le rôle qui était assigné aux Français était sur le théâtre d'opération provençal, tout simplement parce que les hommes venaient d'Italie. Le gros des troupes venait d'Italie et pour des raisons logistiques, il paraissait tout à fait difficile de consacrer trop de bâtiments à leur transport. C'est pour cette raison, il n'y a pas eu une volonté machiavélique, si vous voulez, d'exclure les forces françaises du D-Day. Alors la bataille de Normandie commence dès le 6 juin. Elle a été très meurtrière pour les forces alliées, bien sûr, mais aussi pour les populations françaises. Des villes entières sont rasées par les bombardements alliés, pas par les bombardements allemands. Je pense évidemment à Caen et au Havre, bien évidemment. Oui, alors il faut bien distinguer ce que les militaires appellent le touchdown, c'est-à-dire le débarquement en lui-même, le 6 juin 1944, qui, contrairement à ce que l'on croit, a fait relativement peu de victimes. Vous avez 10 000 pertes au soir du 6 juin 1944, ce qui est très peu au regard des estimations des états-majors. Donc ce débarquement s'est bien passé. Il faut quand même souligner également que, en gros, à la mi-journée, les 5 plages sont prises. N'importe quel général en 14-18 aurait rêvé d'atteindre ses objectifs, si vous voulez, dans un délai de temps aussi bref. En revanche, et c'est ce que nous, Français, avons tendance à oublier, les 2 mois qui courent du 6 juin 1944 à la Persévéravranche du 25 juillet 1944, ces 2 mois sont absolument terribles. Les forces anglo-américaines sont cantonnées dans une tête de pont relativement étroite, 2500 km². Le matériel ne cesse d'affluer, des hommes, des tanks, des camions, et donc ils n'arrivent pas à sortir de cette nasse, tout simplement parce que les combats se déroulent dans le bocage, et que dans ce bocage, au fond, le poids de la bataille repose sur les fantassins et non sur les blindés qui peuvent difficilement intervenir en terrain de bocage, et l'aviation également est réduite au fond au silence, tout simplement en raison du mauvais temps. 50% des missions aériennes sont annulées, ce qui fait que le patron de l'aviation, le maréchal Tresham Leigh-Mallory, se demande si Dieu n'a pas des tendances fascistes. Donc on revient à une forme de démodernisation du front. Le général Bradley parle d'un combat de jungle. Alors, général Durieux, cette bataille que vient d'expliquer en quelques mots Olivier Vivorca, elle n'a rien à voir avec celle qu'ont menée les armées françaises en 1940. On est passé de la ligne Maginot, autrement dit une guerre de tranchées, à une guerre aéroterrestre, qui est une révolution pour la conduite des opérations militaires. Oui, ce qui me frappe et ce qui m'a frappé en réfléchissant sur cette année pour préparer cette émission, c'est que ce qui se passe à partir donc de la fin juillet 44 et jusqu'à Berlin du côté occidental, c'est la mise en place d'un mode de combat avec des divisions blindées interarmes, un mode de combat aéroterrestre qui est en fait quand même très différent en réalité de ce qui se passait même du côté allemand, au moment de la percée des Ardennes, le Blitzkrieg étant assez largement une forme de reconstruction a posteriori. Mais en revanche, ce mode de combat que les unités vont devoir apprendre sur le tas en réalité, mais qui va perdurer et qui perdure encore en réalité aujourd'hui. Alors ça a été le cas pendant la guerre des 6 jours, ça a été le cas pendant la guerre du Kippour, c'était le cas pendant la guerre Iran-Irak, et c'est un petit peu ce qui a servi de modèle au début à ce qu'on attendait durant la guerre en Ukraine, mais qui ne se passe pas en Ukraine. Donc de ce point de vue-là, en Ukraine, il y a probablement une forme de rupture tactique qui se traduit un petit peu par un retour en arrière. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que se met en place une sorte de culture militaire tactique qui va se répandre dans le monde entier et qui va perdurer pendant plusieurs décennies et qui en réalité perdure encore. Mais est-ce que ce n'est pas le mode opérationnel qu'avaient déjà mis en place les Allemands en 1940 quand ils ont attaqué la France ? Justement, ce qu'on sait, c'est que en réalité, contrairement à l'idée selon laquelle le Blitzkrieg était absolument prévu et que toutes ces divisions blindées allemandes ont fait un travail merveilleux, en réalité, ça s'est pas exactement passé comme ça. Et quand on regarde les choses,
En réalité, il y avait les officiers généraux des blindés qui voulaient aller tout seuls devant, les généraux allemands de l'infanterie qui voulaient les garder à leurs bottes. Comme dans toutes les armées du monde, je suis un petit peu ironique. On a fait un compromis, donc on a dit aux blindés. Ok, vous partez tout seul devant, mais à tel niveau, vous nous attendrez. Ils n'ont pas attendu parce qu'ils voulaient surtout pas retrouver, etc. Donc il y a eu pas mal de chance et ça s'est finalement construit a posteriori, mais je ne peux que recommander de ce point de vue-là le livre de Hartkan Friese sur le mythe de la guerre éclair, qui est, de mon point de vue, un des meilleurs livres d'histoire militaire que j'ai jamais lu avant la guerre totale, l'histoire totale de la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes trop indulgent. Alors, Olivier Vivorca, je reviens vers vous. Donc, il y a eu évidemment un blocage de la géographie de la Normandie, notamment un blocage à Caen, mais ça a fini par se débloquer. Et là, la question s'est posée, on va où? Le général Eisenhower voulait aller contourner Paris et le général de Gaulle et le général Leclerc ont dit non, il faut libérer Paris. Il y avait donc deux approches, une approche très militaire peut-être pour Eisenhower et une approche plus politique pour le général de Gaulle. Je simplifie un peu trop. Oui, non, mais tout dépend de la focale que l'on adopte. Donc il faut bien rappeler que logiquement la percée devait se faire dans la région de Caen, elle ne se fait pas dans la région de Caen. Les Américains prennent les choses en main et décident que la percée se fera dans le Cotentin, et c'est ce qui se passe le 25 juillet 1944. À partir de ce moment-là, vous allez avoir la volonté de libérer la Bretagne, d'une part, et d'autre part d'encercler les forces allemandes. C'est ce qu'on appelle le chaudron de falaise. Et une fois que la poche est scellée, vous allez avoir un double débat. Un débat macro, et ce débat macro, c'est de savoir ce qu'on fait. Avec un dilemme, est-ce que l'on doit laisser le corps expéditionnaire groupé? C'est ce que réclame Montgomery, ou est-ce qu'on doit le scinder? C'est ce pourquoi plaide Eisenhower. Et Eisenhower, qui est le chef, l'emporte. Vous allez avoir donc deux axes. Un axe nord des Anglo-Canadiens qui vont partir, libérer Amiens, Lille, Bruxelles et Anvers. Et un axe oriental, américain, qui va libérer Paris, Metz et Strasbourg. Voilà. Et donc là, c'est un des débats, si vous voulez, sur la stratégie utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fait couler beaucoup d'encre. Montgomery prétendant que s'il y avait eu ce corps uni, eh bien, il aurait disposé d'une masse critique, en quelque sorte, suffisamment forte pour écraser plus rapidement les Allemands. Montgomery, le général britannique. Le général britannique. À l'intérieur de ce débat, vous avez ensuite des éléments plus conjoncturels, et ce débat conjoncturel porte sur Paris. Eisenhower ne veut pas libérer Paris, il veut l'encercler pour que la ville lumière tombe comme un fruit mûr, tout simplement parce qu'il ne veut pas prendre en charge le ravitaillement d'une cité qui compte 2 millions d'habitants, qu'il redoute également les combats de rue. Et là, vous avez au contraire une pression très forte de la part du politique, le général de Gaulle en l'occurrence, mais également des insurgés. Paris s'est insurgé à partir du 19 août 1944, mais Rol-Tanguy, le patron des FFI de l'Île-de-France, constate que le rapport de force le dessert et il va demander de l'aide aux Anglo-Américains, aux Américains. Et c'est donc cette rencontre entre une demande de la résistance intérieure d'une part et d'autre part une réalité politique incarnée par le général de Gaulle qui va pousser Eisenhower à accepter de détacher la 2e division blindée, mais également une division américaine, ce que l'on oublie trop souvent. Oui, dans l'imaginaire, on oublie très facilement la division américaine. Tout à fait. Paris a été libéré par la 2e DB. Voilà, et c'est d'ailleurs le sens du général de Gaulle qui oublie complètement les Alliés le 25 août 1944. On va y venir, évidemment. C'est une allocution importante du général de Gaulle. Alors, il y a ce premier débarquement du 6 juin, puis il y en a un deuxième qu'a évoqué d'ailleurs Philippe Etienne, c'est le débarquement du 15 août 44, c'est le débarquement de Provence, et celui-là est totalement différent. 350 000 hommes, contre combien pour la totalité du débarquement en Normandie? Ça va monter en puissance, mais ensuite on va arriver à plus d'1 million, voilà, 1,5 million. Donc 350 000 hommes pour le débarquement en Provence. On n'est pas tout à fait c'est un débarquement plus petit, qui a été fait un peu avec les moyens du bord, ce qui restait, ce qui était disponible. Non, pas vraiment. En fait, si vous voulez, vous avez, pourquoi un débarquement en Provence? Parce que Eisenhower veut deux choses. La première, c'est protéger le flanc sud des forces anglo-américaines débarquées en Normandie. Donc, il y a cette mission de protection. Et l'autre élément qu'il souhaite, c'est obtenir le port de Marseille. Eisenhower n'est pas un très grand stratège, n'est pas un très grand stratégiste, mais c'est un homme qui est un logisticien, et pour lui, les ports sont vitaux. Donc, il tient à Marseille.
Au contraire, Churchill va se battre, enfin jusqu'au bout, pour empêcher que ce débarquement se produise, parce que lui a le regard fixé sur l'Italie. Eisenhower l'emporte et ce débarquement se produit avec, vous l'avez dit, des forces moins considérables que celles engagées sur le front normand, mais des forces considérables, ce nonobstant. Et à l'inverse du débarquement en Normandie, un grand nombre de Français. Et là, les 2/3 des forces sont constituées par les Français. Environ 250 000, 230 000, 250 000. Alors, qui sont ces Français, justement? Alors, ces Français sont en partie des Français qui appartiennent à l'armée de Vichy, à l'ex-armée de Vichy, puisque l'armée de Vichy avait une composante extrêmement importante en Afrique. En Algérie notamment. En Algérie, au Maroc, en Tunisie. Ces Français appartiennent également aux ex-forces françaises libres. Et puis, ces Français, eh bien, ce sont aussi les Européens d'Afrique du Nord, mais aussi, il faut le souligner, les forces coloniales. Donc, il y a eu une levée de soldats coloniaux, et donc en gros l'armée française va être composée à 60-70% de ce que l'on appelle les indigènes de la République. Qu'on oublie là encore un petit peu, évidemment, voilà. Je ne sais pas si on les oublie tant que ça. On ne les a pas oubliés. Philippe Etienne, vous vouliez réagir. On ne les a pas oubliés pour la célébration, pour la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Ils ont été mis en avant, et c'est juste. Il y avait même des anciens tirailleurs sénégalais, un ancien goumier marocain qui était décoré de la Légion d'honneur. On a invité, comme d'ailleurs 10 ans plus tôt, les chefs d'État africains. L'un d'entre eux a fait un discours tout à fait important. Et tout ça s'est passé dans la nécropole de Boulouris, qui est très émouvante, avec ces tombes de chrétiens, de musulmans, et qui montre l'importance du rôle joué par ces soldats venus d'Afrique subsaharienne. Alors, ce débarquement de Provence met en évidence un autre grand général français. On a évoqué un peu légèrement, un peu rapidement, le général Leclerc, la 2e DB, qui symbolise vraiment le général français. C'est le général de la Deuxième Guerre mondiale et du débarquement. C'est le général Leclerc. Vous êtes d'accord, Olivier Vivorca? C'est le général gaulliste, c'est le héros, c'est quand même une figure très très légendaire. Il faut souligner quand même que Leclerc, dans cette galaxie, est au départ quelqu'un d'extrême droite, et donc quelque part il aurait dû être à Vichy. Et non, dès 1940 il fait le bon choix, et précisément il ne reparlera jamais de son engagement auprès de l'Action française, mais on raconte qu'il a brûlé les exemplaires de l'Action française à la Libération. J'aime beaucoup la petite histoire dans la grande histoire. Général Durieux, le deuxième grand général français, c'est évidemment le général Delattre de Tassigny, qui prend la tête de ce qu'on va appeler la première armée, et qui assure un peu plus tard la jonction avec la 2e DB. Un mot sur le général Delattre de Tassigny. Oui, mais je crois que c'est effectivement la deuxième grande figure, et c'est notamment en raison du décès prématuré du général Leclerc, c'est la grande figure qui va demeurer une figure de référence dans l'armée française. C'est à lui qu'on va faire appel pour aller sauver la situation en Indochine, et il va en tout cas temporairement rétablir la situation, avant de mourir, lui aussi, en réalité précocement, d'une maladie. Mais c'est vraiment devenu effectivement une figure extrêmement importante. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que tout à l'heure, j'ai dit que en 1944, tactiquement, je pense que peu de chefs militaires se seraient portés garants du succès certain, alors d'un des deux débarquements, ou même ensuite de la remontée vers la France. Mais il y a un deuxième succès à mes yeux considérable, dont le général Delattre est probablement un des artisans, et qui n'était pas du tout gagné. C'est de réussir à rassembler tous ces combattants, maquisards, partisans, militaires venant des forces françaises libres, militaires français restés en Angleterre et débarquant tardivement, etc. Et ça, c'est assez considérable. Et ne nous leurrons pas, alors ça a été réussi, mais cela dit, c'est une fragilité, malgré tout, qui est restée dans l'armée française pendant des décennies. Moi, j'étais très proche longtemps du général Georgelin, qui, donc, une génération complète d'officiers avant moi, il était né en 48. Il en parlait souvent en faisant des analyses devant moi de sociologie militaire à travers les suites des différentes armées qui se sont combinées à ce moment-là dans cette armée qui va aller jusqu'à globalement Berlin. Mais je crois que c'est quelque chose qui est resté très important et qui
Et peut-être une des clés d'explication aussi de tous les traumatismes qu'a pu connaître l'armée française durant les deux conflits qui ont suivi en Algérie et en Indochine. Peut-être un petit mot, et un dernier petit mot, Olivier Vivorca, sur la personnalité du général Leclerc, celle du général Delattre de Tassigny. À un moment, il a fallu que l'un prenne le commandement sur l'autre. Ça n'a pas été si facile que ça. Les deux hommes ne s'aiment pas. Ils ne viennent pas quelque part du même moule. Delattre a cru dans Vichy. Il a essayé d'ailleurs de rénover la formation des officiers. Il a essayé de rénover. Et puis Delattre, ce qu'il faut souligner, c'est que à partir de l'invasion de la zone libre, il va se révolter, se rebeller contre l'autorité du maréchal Pétain, ce qui lui vaut d'être déféré devant le tribunal d'État de Lyon. Donc, si vous voulez, Delattre, c'est un profil différent de celui de Leclerc. Je dirais que Leclerc, il y a une forme de romantisme. Il n'y a pas de romantisme chez Delattre, mais là où le général Durieux a entièrement raison, il y a une très grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que il a à cœur de réussir ce qu'on appelle l'amalgame, et notamment l'amalgame des forces résistantes, alors que toute une partie de l'establishment militaire considère que ces va-nu-pieds, indisciplinés, rebelles, ne peuvent rien apporter à l'armée. Et donc, de ce point de vue, Delattre a une très grande ouverture d'esprit. Philippe Etienne, c'est la libération de la France, puis de l'Europe, mais on peut avoir l'impression que les Français sont tenus à l'écart. Quelques hommes, je rappelle, ce qu'on a déjà dit, quelques hommes seulement participent au débarquement le 6 juin. Il faut attendre le 1er août pour que la 2e DB débarque à son tour en Normandie. Le 14 juin, seulement le général de Gaulle est autorisé à poser le pied en Normandie pour un premier discours à Bayeux. On y reviendra un peu plus tard. Il y a une méfiance des alliés américains et britanniques à l'égard des Français, et en premier lieu de leur chef, le général de Gaulle. Il y avait une méfiance chez le président Roosevelt et chez ses proches vis-à-vis, en effet, du général de Gaulle et de la France libre. On sait que dans l'entourage du président des États-Unis, il y avait l'impression que cette France qui se disait représentant de la France libre ne représentait pas en fait celle qui forcément sortirait un jour de la fin de la guerre. On dit que l'administration Roosevelt disait finalement il ne reconnaîtrait ce gouvernement, le Conseil national de la France libre, qui est devenu le gouvernement provisoire simplement après des élections qui ont eu lieu pour la première fois en 1945. Il a donc fallu les succès de la résistance, les succès du général Leclerc d'un côté, du général Delattre de Tassigny, qui a pris très vite Marseille et Toulon, on parlait de l'importance du port de Marseille, et ces succès ont conduit à la reconnaissance dès la fin 44 du gouvernement provisoire. Mais cette méfiance a longtemps duré, et vous vous souvenez que les États-Unis ont travaillé avec le gouvernement de Vichy jusqu'à la fin, jusqu'à l'occupation de la zone libre, et ensuite ont d'abord se sont plutôt tournés vers Giraud que vers De Gaulle. Moi, j'ai d'ailleurs aux États-Unis, quand j'étais ambassadeur, j'ai trouvé par hasard la ville en Pennsylvanie où après l'occupation de la zone libre par les Allemands, les Américains ont interné les représentants de Vichy à Washington. C'est une ville qui s'appelle Hershey, dans la Pennsylvanie, c'est la ville du chocolat. Oui, c'est ça me fait penser au chocolat. Eh bien, ça nous éloigne du débarquement. Oui, mais c'était assez incroyable comme découverte. C'est là qu'ils étaient internés, parce que jusqu'en décembre, jusqu'à fin 42, c'était les représentants de Vichy qui étaient dans la résidence que j'ai connue à Washington. C'est assez évidemment incroyable. Alors, pendant l'année 44, Olivier Vivorca, il y a la guerre, elle est terrible, meurtrière, et dans le même temps, il y a une bataille politique qui se joue très très rapidement. En tout cas, elle prend de l'ampleur dans l'année 44. Qui va prendre le contrôle de l'État? Qui va prendre le leadership politique au lendemain de la libération? Alors, une bataille politique, le terme est un peu, me semble-t-il, excessif, dans la mesure où le pouvoir du général de Gaulle n'est pas contesté. Il n'est pas contesté par Vichy, ça c'est le premier élément à souligner. Il n'y a pas, je crois, de guerre civile en France, tout simplement parce que l'administration gaulliste, aidée par la résistance intérieure, a préparé la transition du pouvoir. Dans l'ombre ont été nommés des préfets et des maires, et lorsque ces préfets et ces maires se présentent devant les pouvoirs
vichiste, eh bien, ceux-ci cèdent la place. Le pouvoir de Vichy s'est effacé comme le sourire du chat au pays d'Alice, au pays des merveilles, dit même un officier de liaison américain. Donc il y a cet effondrement de Vichy, et Vichy, il faut le souligner, hormis une poignée de collaborationnistes fous furieux, hein, il faut le souligner, eh bien, n'engage pas le combat. Lorsque Pétain prend la parole au moment du débarquement, il dit aux Français, autant De Gaulle dit c'est la bataille de France et la bataille de la France, autant Pétain dit non, n'entrez pas, restez spectateurs, n'intervenez pas. Donc, Vichy est liquidé. Ensuite, l'autre grande question, c'est le Parti communiste veut-il prendre le pouvoir ? En fait, tout montre que le Parti communiste ne veut pas prendre le pouvoir, tout simplement parce que la guerre n'est pas finie et que l'Union soviétique ne le veut pas. Vous avez un entretien célèbre entre Staline et Maurice Thorez du 19 novembre 1944, juste avant que Maurice Thorez ne revienne en France, et Staline lui dit, je n'étais pas sous la table, mais en substance, il lui déclare, eh bien, ce n'est pas le moment de faire une révolution, il faut jouer le jeu de l'Union nationale. Tout simplement parce que l'Union soviétique a encore besoin du soutien anglo-américain pour gagner la guerre. L'année 1944, l'année 1945, ce ne sont pas des promenades de santé pour l'armée rouge. Les pertes sont énormes, y compris à Berlin en avril 1945. Donc il n'est pas temps d'imaginer de faire la révolution. Donc vous le voyez, on a une situation où De Gaulle est relativement assuré de son pouvoir, même s'il doit bien évidemment le consolider. Dans le même temps, il faut aussi le rappeler, eh bien, les partis politiques ont des arrière-pensées d'autant plus fortes que le général De Gaulle refuse, malgré certaines pressions, de créer un parti politique. Il ne créera le Rassemblement du peuple français qu'en 1947. Alors, je voudrais revenir un moment sur ces moments essentiels où le général De Gaulle s'impose sur le territoire national, mais s'impose petit à petit aux Américains. Donc, la méfiance du président Roosevelt, comment elle s'explique ? Philippe Etienne a commencé à nous l'expliquer, mais comment elle s'explique ? Pour le président Roosevelt, c'était un trublion, c'était un général, c'était un dictateur potentiel. Qu'est-ce qui explique la méfiance profonde du président Roosevelt à l'égard du général de Gaulle ? Bon, Roosevelt, d'abord, pense que Vichy doit être ménagé, mais tout simplement parce que Vichy, en 1942, a plus d'atouts à offrir que le général de Gaulle. L'armée de Gaulle est toute petite. Donc, ce que Vichy a à offrir, c'est la flotte. Ce que Vichy a à offrir, c'est l'Empire, et notamment le Sénégal, avec la base de Dakar, qui est un élément important, et le Maghreb. Bon. Ensuite, bien entendu, Roosevelt est déçu, puisque les forces anglo-américaines sont accueillies en Afrique du Nord à coups de canon, et il va plutôt se reporter sur Giraud. Pourquoi se reporte-t-il sur Giraud ? Tout simplement parce qu'il est docile, il ne veut pas faire de politique et ça arrange Roosevelt. Donc, incontestablement, Roosevelt considère que De Gaulle est un apprenti dictateur, mais il y a aussi des éléments qui expliquent que Roosevelt ait ce jugement. D'abord, ce que nous appellerions, nous, une forme de désinformation d'un certain nombre d'interlocuteurs. Je pense par exemple à le poète Saint John Perse, Alexis Léger, qui est un anti-gaulliste, mais qui a l'oreille du département d'État et l'oreille du président Roosevelt, qui dit non, De Gaulle, c'est effectivement un apprenti dictateur. Donc vous avez tout un ensemble, si vous voulez, d'hommes assez éminents dans la France de l'avant-guerre qui chambrent Roosevelt. Mais il y a un autre élément également que souligne le conseiller politique en Afrique du Nord de Winston Churchill, Harold Macmillan, c'est que De Gaulle ne fait pas l'unanimité. Lorsque De Gaulle arrive avec les forces françaises libres en Syrie, toutes les forces vichistes ne se rallient pas. Lorsque De Gaulle envisage d'aller en Afrique du Nord, cela ne suscite pas en 1942 l'enthousiasme. Donc si vous voulez, Roosevelt se demande aussi si la popularité de Gaulle, qui rétrospectivement nous paraît importante, eh bien est-ce que cette popularité du général De Gaulle n'est pas dans une certaine manière usurpée ? Et l'élément à souligner, c'est que De Gaulle, qui bien évidemment est une figure absolument éminente de la France contemporaine, n'est pas non plus un homme qui arrondit les angles. Il est quand même assez raide. Voilà, on ne peut pas dire qu'il mette du lien. Alors heureusement, il a un allié qui est le général Catroux, qui lui va dans les négociations d'Afrique du Nord à partir de 1942 mettre du liant et tenir un peu la bride au général de Gaulle, car parfois même en bloquant des télégrammes, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Voilà, mais le général de Gaulle est un personnage
splendide, mais qui n'est pas commode. Alors, comment ça s'est passé les relations avec Roosevelt? Il a fallu du temps pour que le général de Gaulle s'impose auprès du président américain, mais les relations avec Winston Churchill ont été aussi très difficiles. Qui veut rebondir? Philippe Etienne, général Durieux, Olivier Vivorca? Moi, ce que je peux peut-être avant de revenir à Winston Churchill, une troisième leçon qui me frappe de cette année 44, c'est que à côté de savoir-faire tactique, finalement, ce qui se met en place, c'est une grande offensive aéroterrestre avec des alliés qui sont sous la domination militaire incontestée des Américains, mais il y a les Britanniques et puis il y a les Français. Nous, on y pense évidemment, et les Canadiens, etc. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est ce modèle-là, cette image que nous avons qui incarne aujourd'hui la façon dont nous verrions et dont nous avons vu pendant très longtemps une guerre en Europe sous le commandement de l'OTAN. Et que, encore aujourd'hui, probablement, c'est ce que tout le monde est tenté de penser, c'est-à-dire une coordination qui, quand même, au total, militairement, a donné satisfaction entre des forces militaires de pays très différents. Et là, je me risquerais à dire que c'est peut-être quelque chose à quoi nous devrions faire attention, parce qu'il n'est pas du tout évident qu'aujourd'hui, les égoïsmes politiques, les différences d'armement, les différences de culture militaire rendraient les choses aussi faciles. Mais je crois que derrière cette unité des Alliés en 44, il y a une image qui est peut-être le meilleur facteur de dissuasion qu'il a longtemps été, je pense. Philippe Etienne, lorsque les Américains débarquent, ils ont une petite idée derrière la tête sur la façon dont il va falloir gérer, administrer les territoires libérés. C'est le fameux épisode de Lamgotte, avec une idée bien précise des Américains, c'est que c'est les Américains qui vont gérer la France, ou en tout cas dans un premier temps. Ce qu'ils appellent Allied Military Government of Occupied Territories a déjà été mis en œuvre en Italie du Sud. Et je vois Olivier Vivorca qui fait des dénégations de la tête, parce qu'effectivement, il y a deux théories. Soit les généraux américains... Pourquoi cette administration prévue par les Américains? Pour simplifier les choses, pour ne pas avoir une anarchie qui dérangerait les opérations militaires. Inversement, si les Américains constatent que les choses se passent bien sans mettre en place cette administration, autant s'épargner cette peine. Ils sont relativement pragmatiques. Voilà. Alors, certains pensent qu'en fait, ils avaient déjà plus ou moins constaté qu'ils n'auraient pas besoin de mettre en place Lamgotte. D'autres disent que c'est grâce aux préparatifs dont d'ailleurs Olivier Vivorca a parlé, fait par la résistance et par le général de Gaulle et ses collaborateurs, c'est-à-dire le préparatif de responsables qui vont accompagner déjà le général de Gaulle quand il débarque le 14 juin près de Courcelles, et c'est tout l'enjeu de sa première intervention publique à Bayeux, que Lamgotte ne va pas se mettre en place. Parce que tout de suite, la France libre met en place des commissaires de la République, des sous-préfets. Le premier sous-préfet à Bayeux, par exemple, qui est la première sous-préfecture libérée, et une administration territoriale. Voilà, sur une toute petite partie du territoire libéré. Oui, mais avec, comme cela a aussi été dit, des préfets nommés dans la clandestinité, même dans les territoires occupés. Ceux-là se mettent en place, et donc les Américains soit n'ont pas besoin, soit sont pris de vitesse. Alors Olivier Vivorca, les Américains, on va y revenir évidemment sur la façon dont le gouvernement s'est construit, l'État s'est reconstruit, mais les Américains avaient pensé à tout, notamment ils avaient pensé à imaginer une monnaie pour assurer les échanges et la vie économique du pays, un genre de dollar made in USA, mais spécialement pour la France, et en tout cas les territoires occupés ou libérés. Je reviens brièvement sur Lamgotte, parce que... Alors, Lamgotte, en français, c'est le gouvernement militaire allié des territoires occupés. Voilà. Or, la France n'est pas un pays occupé. Mais oui, c'est pas l'Italie. Donc il n'est pas question d'Amgotte. La France est un pays libéré. Donc ce n'est pas un pays allié qui va recouvrer sa souveraineté immédiatement comme la Belgique, mais c'est un pays qui doit être traité comme le Danemark et non comme l'Italie. Donc il n'a jamais été question d'Amgotte. D'ailleurs, vous constaterez que en Afrique du Nord comme en Corse, il n'y a pas d'Amgotte. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les Américains veulent un droit de regard.
Donc ils ne veulent pas, si vous voulez, que la France nomme qui elle veut sans avoir un droit de regard sur cette administration, ce qui est une atteinte à la souveraineté nationale que De Gaulle ne supporte pas. De Gaulle va procéder de manière très intelligente. Lorsqu'il arrive le 14 juin 1944, ce qui va bouleverser les choses, c'est pas le discours de Bayeux, dont les Américains, entre nous soit dit, se moquent éperdument, c'est qu'il a amené avec lui des administrateurs, dont François Coulet, pour devenir préfet des territoires libérés, et Pierre de Chevigné pour les affaires militaires. Et donc, vous allez avoir une administration gaulliste qui se met en place. Et au niveau de Montgomery, il ne voit absolument rien. Montgomery dit oui, tiens, il est venu avec des gens, voilà. Mais les officiers des affaires civiles britanniques et américains ne sont pas dupes de la manœuvre. Ce qu'il va se passer, c'est que cette administration, spontanément, les armées américaines et britanniques en Normandie vont s'adresser à ces autorités gaullistes, et ça se passe bien. Et donc, le grand artisan de cela, c'est Eisenhower, qui va de facto, au fond, admettre qu'une administration gaulliste se mette en place. Eisenhower, qui connaît bien son De Gaulle parce qu'il l'a connu en Afrique du Nord, et De Gaulle et Eisenhower se respectent, et donc vous allez avoir une forme de prise de pouvoir, mais par le bas, qui va obliger au fond les Anglo-Américains à accepter le fait accompli, et après le sacre de Paris du 25 août et du 26 août 1944, ce grand défilé sur les Champs-Élysées, là les Alliés ne peuvent rien faire. Il est vrai qu'ils ont aussi prévu ce qu'on appelle un franc d'invasion, mais là le problème c'est qui le garantit en dernier ressort. Et là vous avez des correspondances très amusantes. S'ils émettent un franc d'invasion, à la fin, qui risque de payer? Les Anglo-Américains. Et là, le chancelier de l'échiquier dit à Winston Churchill, faites gaffe. Prudence. Alors, vous écoutez Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Aujourd'hui, 1944, l'année de la libération, l'année charnière, avec le général Benoît Durieux, ex-directeur de l'IHEDN, Olivier Vivorca, professeur à l'ENS, l'école normale supérieure de Paris-Saclay, Philippe Etienne, ambassadeur de France et président de la mission pour le 80e anniversaire de la libération de la France. Alors, est-ce qu'on peut dire que le premier point de bascule, c'est le 14 juin 1944, le moment où le général de Gaulle pose le pied sur le sol français, par simplification, on va dire à Bayeux, où il prononce un discours, où il est remarquablement accueilli, et en même temps, il n'a pas pu débarquer avant. On l'a un peu brimé, on l'a un peu bridé, non? Oui, c'est un point de bascule, parce que justement, il a le génie de ne pas arriver seul. Alors, on a parlé de la caisse avec les billets qu'il a préparé, mais en fait, l'élément important, ce sont effectivement ces hommes, et nous leur avons rendu hommage quand notre président de la République est venu à Bayeux le 7 juin matin, pas le 14 juin, mais le 7 juin. On a relu le premier discours de Bayeux, et surtout, ce jour-là, nous avons rendu hommage à ces premiers administrateurs, parce que c'est ceux qui ont tout de suite, dans les territoires libérés, et je le répète parce que c'est très important, en l'ayant préparé même sous l'occupation nazie, avec des gens qui ont été tués, qui ont été arrêtés par la Gestapo, qui avaient été nommés commissaires de la République. Ces gens-là sont les héros de la reconstruction de l'État. Et pour les Américains, avec l'intelligence d'Eisenhower, c'était beaucoup mieux. Ils n'avaient pas besoin de se compliquer la vie en prenant en charge une administration. Donc ce sont ces personnes auxquelles on a rendu hommage devant la sous-préfecture de Bayeux le 7 juin dernier. Alors, le 14 juin, c'est le début de la bascule. La vraie bascule, c'est évidemment le 25 août 1944, la libération de Paris et la remontée du général de Gaulle des Champs-Élysées et sa première allocution grand public, je vais dire, parce que ce qu'il a dit à Bayeux le 14 juin 1944, peu de gens l'ont écouté. Je ne sais même pas si ça a été radiodiffusé. Quelque chose d'important dans ce qui se passe à Bayeux et ensuite dans les villes où il s'arrête entre Bayeux et Paris et bien sûr à Paris, c'est que je crois que Olivier Vivorca rappelait qu'il y avait une incertitude du côté américain, notamment peut-être aussi des autres alliés, sur ce qu'il représentait vraiment pour les Français. Le général de Gaulle pour les Français, j'imagine que c'est surtout une voix à travers les émissions de radio. Là, il y a un test. Et la population française le découvre, mais en même temps le plébiscite et sort dans les rues. Donc ça, c'est très important. Et ça commence effectivement dès Bayeux, mais évidemment, le point d'orgue, c'est Paris. Alors on va justement écouter un court extrait de l'allocution du général de Gaulle le 25 août 1944, prononcé depuis l'hôtel de ville de Paris. Paris outragé, Paris brisé,
Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. C'est une allocution fondatrice de ce que le général de Gaulle veut faire. Il ne mentionne pas le rôle des Alliés, en tout cas. Alors, comme le 6 juin d'ailleurs. Oui, il ne le mentionne pas. Hein, les voilà. Alliés ne sont pas mentionnés. Voilà. Ou tardivement dans son allocution, même pas, il le mentionne pas du tout. Parce que c'est et pourtant, il y a la 4e division d'infanterie américaine, effectivement, qui est là. Mais qui, objectivement, ne joue pas le rôle le plus important pour libérer Paris, mais qui est quand même là. Donc le général de Gaulle est sans ambiguïté dans son discours, c'est l'avenir de la France sera écrite par les Français. Olivier Vivorca. Oui, tout à fait. Donc c'est un discours qui, au fond, est très important, j'ai envie de dire, sur la manière dont la mémoire gaulliste va se construire et dans l'interprétation gaulliste de la libération, une interprétation qui accorde une très faible part aux Alliés. Vous évoquiez d'ailleurs la question du pouvoir, et je reviens sur ce point. De Gaulle va quand même demander à Eisenhower 2 divisions pour maintenir l'ordre. Et Eisenhower lui dit, mais écrit dans ses mémoires, mais c'est très bizarre, vous êtes logiquement plébiscité, vous avez besoin de 2 divisions. Et Eisenhower n'a certainement pas de division à lui donner. Et donc il va juste accepter que 2 divisions américaines qui doivent rejoindre le front transitent par les Champs-Élysées pour répondre à la demande du général de Gaulle. Mais ce qui montre aussi, vous le voyez, que les Américains se défient un peu. Quelle est la réalité du pouvoir du général de Gaulle? Est-ce qu'il est véritablement aussi populaire que ce que l'on croit, y compris, je le répète, en août 1944 De Gaulle demande un droit de réponse à Eisenhower en disant « Pas du tout, j'ai jamais demandé ça, mais je pense que Eisenhower a ici raison ». Général Liogne, vous souriez, vous avez envie de réagir? Non, j'ai en train de dire que je réécoutais avec très grand plaisir cette allocution, et ce qui frappe effectivement, c'est qu'il construit quelque chose qui va irriguer tout le discours pendant des années, et au fond, non seulement il cite pas les Alliés, mais il a évidemment pas une phrase pour dire qui diviserait. Au contraire, tout le monde à la suite de ce discours peut se dire qu'il contribue à la libération de la France, et que finalement, probablement, il y a presque pas eu de collaborateurs à ce moment-là. C'est le récit, c'est le début du récit national. La France a été un pays de résistants et pas de collaborateurs. Oui, mais en même temps, il faut bien voir que c'est une nécessité politique. Et je crois que De Gaulle, vous le voyez, a vraiment toujours voulu rassembler. Ça, c'est l'un des éléments du gaullisme. Et je crois aussi que c'est à la fois une conviction, une volonté idéologique, mais que c'est aussi une conviction stratégique. Il y a un élément qui me paraît très important, jamais De Gaulle n'a jeté l'anathème sur les communistes, même au temps du pacte germano-soviétique. Et pourtant, il aurait eu des choses à dire. Jamais il n'utilise de paroles blessantes, jamais il n'utilise de paroles blessantes, parce qu'il pense qu'un jour ou l'autre, les communistes devront réintégrer le giron national. Oui, ce qui sera fait dès la libération, puisqu'ils seront dans le gouvernement. Même avant la libération, le CFLN est élargi en mars 1944 aux communistes. Alors, le CFLN, c'est préfigure le gouvernement provisoire de la République française qui se met en place, mais même avant, quelques jours avant le 3 juin, c'est-à-dire 3 jours avant le débarquement. C'est-à-dire la formidable anticipation du général de Gaulle sur la suite à donner aux événements, alors que la bataille de la France, comme il dit, n'a pas encore commencé. C'est assez remarquable. Oui, tout à fait. C'est un homme politique, un très grand homme politique. Alors, 1944. C'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi une assemblée, c'est aussi des premiers textes. Par exemple, l'élargissement aux femmes du droit de vote est décidé à ce moment-là. Enfin, et la mise en place de la nouvelle démocratie, du nouvel ordre démocratique, de la nouvelle République. Ou évidemment, la sécurité sociale, qui est pensée dès ce moment-là pour prendre quelque chose qui, évidemment, rassemble tous les Français. Alors, Olivier Vivorca, 1944, c'est évidemment une année de grande joie. Il y a évidemment, partout dans la France, c'est aussi une année de grande peine, parce qu'il y a la guerre se poursuit, elle est très meurtrière, les victimes sont plus nombreuses à la fin de la guerre qu'au début, vous confirmez?
Oui, tout à fait. C'est aussi le moment où les Français ont un peu de mal à surmonter les épreuves de la guerre qui les ont divisés. Il y a des actes répréhensibles, hein, de vengeance. C'est un moment difficile et complexe. Donc oui, c'est effectivement un moment de grande joie. Les Allemands sont partis, mais beaucoup de Français imaginent qu'avec le départ des Allemands, eh bien, on va revenir à une forme de normalité. Or non, les pénuries demeurent. Les pénuries demeurent. Le rationnement va se maintenir jusqu'en 1949. Le pays est détruit. Vous n'avez que 18 000 kilomètres de voies ferrées sur 40 000 qui fonctionnent. Vous avez 1 million de Françaises et de Français qui sont sans abri. Donc c'est un pays qui est dévasté. Et c'est un pays qui est un pays martyr, parce que l'armée allemande a multiplié les exactions. On connaît tous les pendus de Tulle, le 9 juin 1944, le drame d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944, mais ça continue, et ça on l'oublie, et le président Macron l'a rappelé, le martyr des villages vosgiens, à l'automne 1944, où toute une partie des habitants sont fusillés, sont déportés. Donc si vous voulez, vous avez cet élément-là. Et l'autre élément, c'est la découverte de la barbarie nazie avec le retour des déportés. Donc là, on sera en avril-mai 1945, mais dès 1944, on va commencer à découvrir des chambres de torture, des charniers, et cela véritablement impressionne la population française. Alors cette population française, elle est à la fois désireuse d'aller de l'avant. Toutes les réformes que vous avez évoquées, la sécurité sociale, les nationalisations, tout cela suscite de l'espoir, mais elle réclame également justice, et elle réclame parfois justice de manière un peu brutale. C'est ce que l'on a appelé l'épuration sauvage, de 8 à 10 000 victimes, où vous avez une épuration qui se fait hors de tout cadre légal. C'est également la tonte des femmes, 20 000 femmes à peu près qui ont été tondues en France à la Libération. C'est aussi les premiers craquements du monde ancien, notamment de l'Empire. Oui, il faut bien souligner que à partir du 8 novembre 1942 et la libération de l'Afrique du Nord par les forces anglo-américaines, eh bien vous avez une grande espérance de la part des peuples colonisés. Ces peuples colonisés, grand 1, ils ont énormément souffert pendant la guerre parce que tant Vichy que les gaullistes ont exploité l'Empire. Quelqu'un d'aussi libéral et sympathique que Félix Éboué maintient la corvée. Donc il faut le rappeler. Donc vous avez une grande souffrance matérielle, un très grand dénuement. Les peuples colonisés ont assisté également quand même à la défaite de la première armée du monde, l'armée française, donc ils sont sidérés. Ensuite, ils assistent aux affrontements entre Giraud, entre De Gaulle, entre Darlan. Donc il y a une incompréhension. Et puis arrive l'oncle Sam qui traite apparemment les soldats de manière égalitaire, qu'ils soient noirs ou non. L'oncle Sam, c'est l'opulence. Donc vous avez un soutien qui est apporté par les Américains aux nationalistes, notamment au Maroc, mais pas seulement, qui fait que tout ce qui est réforme envisagée par le pouvoir gaulliste, eh bien, est considéré comme très insuffisant par une partie des nationalistes qui, eux, désormais réclament l'indépendance. Alors 1944, Philippe Etienne, c'est aussi l'année du retour de la France sur la scène internationale. Alors il faut prendre en compte de 43 à 45, avec les alliés qui sont évidemment les Américains, les Britanniques et puis les Soviétiques qu'on n'a pas peu abordé. Les uns et les autres préparent le monde de l'après-guerre dans plusieurs conférences. Téhéran en 43, il y a le temps en 85, de Mutton Hawk en 44, c'est la préfiguration des Nations Unies. La France est absente à toutes ces réunions, à toutes ces grandes conférences, et pourtant, elle est présente le 8 mai 45 à Berlin pour la capitulation des Allemands. Le 7 mai à Reims. Le 7 mai à Reims, et puis aussi le 10 août à Tokyo, pour celle du Japon. D'ailleurs, d'un côté, il y a le général Leclerc à Tokyo, et le général Delattre à Berlin, les deux généraux qu'on a évoqués, qui étant évidemment des piliers de... On les verra aussi tous les deux à Strasbourg. Leclerc qui libère Strasbourg, Delattre qui tient Strasbourg lors de la contre-offensive allemande. Moi, je vais plutôt parler des diplomates. Ouais. Alors, c'est l'heure des diplomates. La France est absente des grandes conférences qui commencent à imaginer le monde d'après. Parce qu'en fait, la formation des Nations Unies commence à être conceptualisée très tôt. Par les Américains notamment, et par les Américains et les Britanniques. Et donc la France est absente, notamment des grandes conférences de Moscou et de Téhéran qui ont lieu à la fin de l'année 43. Et le moment important, qui va être la conférence de Dumbarton Oaks du 21 août au 7 octobre 44, qui est le moment où va être
préparer le projet des Nations Unies, qui sera ensuite négocié du 25 avril au 26 juin 1945 à San Francisco. C'est pour ça que la charte de San Francisco fonde les Nations Unies. Eh bien, à Dumbarton Oaks, il n'y a toujours pas les Français. Dumbarton Oaks, c'est à Washington. Hein. C'est une belle propriété. C'est une villa. C'est une belle propriété qui a été léguée par une riche famille à l'université de Harvard. Eh bien, pourtant, de cette conférence de Dumbarton Oaks sort un résultat qui est que la France, le moment venu, sera membre permanent du Conseil de sécurité. Mais alors, ça tient avec la Chine, avec l'Union soviétique, et avec le Royaume-Uni, et avec les États-Unis. Je pense que c'est dû à la prise de conscience, dont on a déjà parlé au cours de cette émission, que la libération de la France, non seulement progresse, mais aussi a été le résultat d'une mobilisation des Français, de la résistance et des forces françaises. On est après le débarquement de Provence et après les premiers succès, mais c'est aussi ensuite un travail de même qu'il y a eu les administrateurs, les préfets, les commissaires de la République, il y a des diplomates qui vont se mobiliser. Un groupe de travail est constitué fin 1944 sous la présidence du ministre Bidault, et qui va préparer la conférence de San Francisco sur la base des résultats de Dumbarton Oaks. À Dumbarton Oaks, par exemple, le droit de veto, certains sujets très complexes des futures Nations Unies ne sont pas encore réglés. Et donc, la France va se retrouver au départ des Nations Unies comme membre permanent, ce qui n'était pas du tout acquis au début. Et là, le général de Gaulle a joué un rôle très important, ou c'est au contraire les diplomates, peut-être des gens comme Jean Monnet, peut-être et d'autres encore, qui ont joué un rôle plus important parce qu'ils étaient à Washington. Non, Jean Monnet a joué un rôle extrêmement important, mais dans d'autres domaines. On dit par exemple que l'idée de l'Union européenne lui est venue dans ses promenades à Washington. Vous savez qu'il représentait, il a joué un rôle essentiel, notamment au début de la guerre, pour fournir des armes à la France, puis au Royaume-Uni de Churchill. Non, là, ce sont des personnalités du monde de la diplomatie, parfois d'avant-guerre. Ce sont des représentants du général de Gaulle. Ce sont parfois des militaires qui ont aussi enrichi les délégations françaises à San Francisco, qui ont voulu tout simplement, en partant de l'expérience de la Société des Nations d'ailleurs, de ses acquis comme de ses manquements, évidemment, bien sûr, qui ont apporté leur contribution et qui ont véritablement permis à la France de se retrouver à San Francisco, bien présente et même très centrale avec les 4 autres permanents dans les négociations. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que nous vivons encore au moins partiellement sur l'héritage de l'année 44 qui veut rebondir ? Philippe Etienne. Certainement, oui. Enfin, compte tenu de tout ce qui s'est passé en 1944, et je pense que les commémorations du 80e anniversaire, la présence notamment des vétérans américains et des vétérans français. Maintenant, on emploie le mot vétéran même pour les Français. Oui, parce que c'est un mot américain, vétéran. Oui, ou britannique ou d'autres. D'ailleurs, ça a été un moment extrêmement fort. Moi, à Strasbourg avec les anciens de la 2e DB, mais aussi à Saint-Laurent-sur-Mer avec ces Américains, c'était vraiment très important. Oui, si je pense qu'il faut, Philippe Etienne vient de le dire, mais surtout dans des périodes où il y a des aléas politiques aux États-Unis notamment, mais en France, en Europe, mais en France en particulier, je crois qu'il faut vraiment garder en mémoire la dette que nous avons à cet égard vis-à-vis des armées américaines et des États-Unis à ce moment de notre histoire. Et ça me paraît encore aujourd'hui extrêmement important. Alors Philippe Etienne, on arrive au terme de cette émission. Vous êtes le président de la mission pour le 80e anniversaire de la libération de la France. Est-ce que votre mission s'achève le 31 décembre déjà? Première question. Non, parce que dans le titre, il y a la victoire et puis la libération. La France n'est pas complètement libérée. La poche de Colmar, c'est début février 45. Il y a les poches le long de l'Atlantique jusqu'à Dunkerque aussi. Certaines villes sont libérées le 8 mai, voire après le 8 mai 45. Donc, et puis il y
y a la découverte de l'horreur, il y a la découverte de la Shoah, il y a le lancement de certains grands projets de cette France libérée qui va se reconstruire. Donc il y a toute une série d'événements qui vont se dérouler jusqu'à la victoire finale et que nous aurons aussi l'occasion de commémorer. Alors le point d'orgue a été bien sûr la commémoration du débarquement sur les plages de Normandie, et notamment à Omaha, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, le président Biden, le chancelier Scholz, le président ukrainien Zelensky, avec des anciens combattants, des vétérans qui sont de moins en moins nombreux. Les témoins disparaissent les uns après les autres. Qu'est-ce qui va rester de la mémoire? Eh bien, l'enjeu, c'est qu'on va passer d'une mémoire vivante à une mémoire purement historique, et c'est cela aussi qu'à travers des milliers de projets que nous avons labellisés, nous cherchons à non pas préparer, ça serait bien prétentieux, mais y compris en utilisant des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et technologies numériques en général, à préserver une mémoire aussi vivante que possible en utilisant les témoignages de ces héros qui nous ont libérés. Alors qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, 80 ans après? On vient de dire que les témoins vivants disparaissent les uns après les autres. On célèbre la victoire, la paix, la réconciliation, ou vous allez bien les trois. Mais d'abord... Pour moi, le plus important, c'est de souligner le prix de la liberté, pour parler rapidement. Et est-ce que c'est un message que vous adressez prioritairement aux jeunes générations qui ont une mémoire, une connaissance de l'histoire bien sûr, très légère, on va dire. Bien sûr, ce message s'adresse avant tout aux jeunes. Et le message principal, le 6 juin, à Saint-Laurent-sur-Mer, à Omaha Beach, qui avait été choisi, qui était le titre de la commémoration internationale, c'est « J'ai fait ça pour toi ». Les vétérans qui s'adressent, les anciens combattants, ceux qui nous ont libérés, ils l'ont fait pour les jeunes d'aujourd'hui et pour ceux de demain. C'est le mot de la fin. Général Benoît Durieux, Olivier Vivorca, Philippe Etienne, merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur cette année déterminante de notre histoire. Daniel Desescales, je vous donne rendez-vous dans un mois. Et en attendant, c'est à vous de penser stratégique. Au revoir.